La motivation d'Aliyah en Eretz Israël est une motivation sioniste, messianique, biblique. C'est pourquoi cette communauté européenne francophone est montée à un pourcentage le plus élevé parmi les communautés européennes et occidentales. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Yossi Sharbit. Yossi, bonjour, Boker Tov. Shalom, Boker Tov. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien, professeur au département d'histoire de l'université de Bar-Ilan et expert en particulier dans l'histoire des Juifs d'Algérie. Et justement, nous allons parler avec vous des Juifs d'Algérie puisque nous sommes le 3 juillet. Hier, c'était il y a 60 ans le début, on va dire, l'indépendance de l'Algérie et on va dire l'exode des Juifs, le summum de l'exode des Juifs d'Algérie. Je voudrais que nous revenions avec vous d'abord sur cette période. Peut-être d'abord avant de parler de la raison pour laquelle très peu de Juifs d'Algérie sont venus en Israël. Comment les Juifs d'Algérie ont vécu cette période, cette guerre d'Algérie, les dernières années en particulier, on va dire les 2 dernières années qui ont été particulièrement meurtrières. La guerre d'Algérie 1954-1962 est une guerre qui faisait partie des guerres de décolonisation en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et c'était une guerre spécialement difficile car le FLN était en liaison avec Nasser en Égypte et était alimenté par une motivation très très grande de se décoloniser. Et bien sûr, le FLN a agi de façon très cruelle et féroce par rapport à toutes les minorités qui étaient en Algérie. Est-ce qu'il y avait aussi une différence? Est-ce que par exemple le FLN était plus actif en direction des Juifs que en direction des pieds noirs en général? Je peux redire qu'il y avait quelque chose de plus particulier par rapport aux Juifs. Ça faisait partie d'un antisémitisme européen et un antisémitisme arabe qui était depuis pas mal d'années. Certainement, le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement national de libération nationale, le FLN, se sentait beaucoup plus mûr pour agir contre tous les pieds noirs et en l'occurrence les Juifs d'Algérie qui étaient depuis 1870 étaient des Français en terre d'Algérie. Mais ils sentaient que les Juifs d'Algérie étaient un maillon plus vulnérable que les pieds noirs eux-mêmes. Car ils ont vu déjà en 1940 comment Vichy les avait aboli le décret Crémieux, comme quoi les Juifs d'Algérie étaient une cible plus particulière. Je dirais plus que cela, c'est que il y avait une sorte de paradoxe parce que le FLN ne cessait de dire, d'ailleurs avec le OAS, qui était l'organisation armée secrète française. Et les deux parlaient avec les Juifs d'Algérie afin de rester en Algérie, ou en tant qu'Algériens à part entière, ou en tant que Français à part entière, car les deux organisations avaient deux objectifs tout à fait différents. L'un défendait la cause algérienne, l'autre défendait la cause française. Ça veut dire que vous dites que même le FLN disait aux Juifs de rester en tant que citoyens algériens? Oui, parce que ça aurait prouvé un humanisme algérien. Il voulait d'ailleurs prouver cet humanisme pour avoir une belle image à l'échelle internationale. On a bien vu qu'il s'agissait là d'une guerre psychologique qui n'avait pas beaucoup de sens, car en 1958, ils ont assassiné 2 shlichim, Yaakov Hassan et Ehud Ben Gera,
et qui étaient deux shlichim, et ils ont, pendant 8 mois, ils nous ont complètement harcelés, ils ont dit que non, c'est pas nous les avons tués, c'est la France qui les a tués. Et d'autre part, en 1961, il y a eu le meurtre du fameux musicien, le beau-père d'Enrico Macias, cher Raymond Laris, qui était un guerre tzadek, qui était un homme converti, qui était un grand musicien à l'échelle maghrébine. Et quand le Chet Tammuz, d'ailleurs, 1961, c'était un an avant le décès du Rav Yosef Renassia, le Chet Tammuz, eh bien, ces meurtres-là de cher Laris, de cher Raymond Laris, était un symbole comme quoi il fallait absolument quitter l'Algérie et le plus vite possible. Alors, vous parliez justement des shlichim. C'était des shlichim de l'agence juive qui travaillait sur place. Ça veut dire que l'agence juive avait conscience qu'il y avait une possibilité, qu'il fallait œuvrer pour faire monter en Israël, on va dire, le maximum de juifs algériens à cette époque. Et la question que je vous pose, c'est finalement, d'abord, quel a été l'impact de la mort de ces deux shlichim, Ben Guerra et Hassan, dans l'action de l'agence juive en Algérie, et pourquoi finalement au bout du compte tellement peu de juifs d'Algérie, 15 000 seulement sur plus de 110 000, ont quitté l'Algérie et se sont directement installés en Israël. Pourquoi ? L'agence juive a travaillé, a œuvré pas mal, assez fortement en terre d'Algérie. Ils avaient une image assez erronée du sionisme des juifs d'Algérie. Ils considéraient les juifs d'Algérie comme étant des juifs émancipés qui étaient tout à fait francisés. Et c'est vrai qu'ils ont subi une francisation très importante, mais ils avaient une perspective erronée, car les juifs d'Algérie sont la synthèse entre l'appartenance à la diaspora séfarade d'une part et à la sociologie française d'autre part. Ça veut dire que quand on parle des Juifs d'Algérie, on ne parle pas d'une terre d'islam, on parle déjà pendant 132 ans d'une communauté européenne, française, et c'est pourquoi le taux d'Aliyah des Juifs d'Algérie en 1962, 11%, de 135 000 Juifs, et non pas 110, eh bien, et en 67, depuis la terre en française, c'est-à-dire que à partir de la guerre des 6 jours, de 1967 à 1973, il y avait une vague très importante de 15 000 Juifs supplémentaires qui sont montés en Eretz Israël. C'est pourquoi la motivation d'Aliyah en Eretz Israël est une motivation sioniste, messianique, biblique. Et c'est pourquoi cette communauté européenne francophone est montée à un taux de pourcentage le plus élevé parmi les communautés européennes et occidentales. Ça veut dire par la suite, c'est-à-dire ils sont passés par la France. Pas seulement par la suite. C'est-à-dire ils ne sont pas venus directement, ils sont venus en passant par la France. Quand on parle de 11% en 1900, entre 48 et 62, quand on parle de 11% pour une communauté européenne et occidentale, il s'agit d'un taux d'Aliyah le plus élevé parmi les communautés occidentales et européennes. Pour vous donner un petit exemple, en 1963, en janvier 1963, Moshe Charette va organiser, d'ailleurs, par des renseignements tout à fait erronés qu'il a reçus, il a organisé un procès, bien sûr, public, et donc pas un procès public par rapport au fait que les Juifs d'Algérie étaient une communauté qui est montée en petit comité depuis la terre d'islam qui était l'Algérie. Mais ils n'ont pas expliqué
il s'agissait d'une autre communauté tout à fait différente des communautés comme Irak, Yémen, et Libye, etc., et Maroc. Et c'est pourquoi le taux d'Alia était un taux très élevé par rapport aux communautés européennes, et c'est ce qu'il a appris tout au long de ce procès-là. Et d'ailleurs, André Chouraki et Henri Chemouilly et Shimoni, Elie Shimoni, tout c'était à l'unanimité pour expliquer cette synthèse particulière des Juifs d'Algérie. Je ne suis pas l'avocat de cette communauté, mais je constate cette communauté comme étant une communauté qui était séfarade, c'est-à-dire sioniste par nature, et un sionisme biblique qui d'ailleurs, j'analyse ce problème-là de façon beaucoup plus profonde à partir du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Dans le cadre de toutes les communautés de la diaspora ashkénaze et séfarade, je fais une comparaison entre ces deux communautés, justement grâce à l'exemple algérien. Ça m'a donné une occasion d'avoir un panorama beaucoup plus élargi par rapport à cette question, la question sioniste. Je dirais même la question de Shoah aussi, parce que c'est un thème méthodologique qui mérite d'être analysé de façon beaucoup plus sophistiquée, de façon beaucoup plus approfondie. Alors, en fait, ce procès aussi, c'était un faux procès. D'ailleurs, si je ne m'abuse, Émile Toiti, qui était par la suite président du consistoire, avait écrit un article dans lequel il avait demandé, il avait en fait retourné l'accusation sur l'agence juive qui n'avait pas rempli sa mission. Non, l'agence juive a rempli sa mission, surtout en ce qui concerne les shlichim et les les actifs, les personnes, les militants qui étaient sur le terrain. Mais l'agence juive, à partir de Jérusalem, elle était alimentée par des faux renseignements, des renseignements complètement erronés. Ça fait qu'il y avait une sorte de part, de décalage entre l'Algérie sur le terrain et l'agence juive à Jérusalem. J'ai eu des élèves qui est en train justement d'analyser ce problème-là, ce décalage qu'il y avait entre Jérusalem et Alger. Et c'est pourquoi parfois on analyse très mal cette question. Mais je pense que ce judaïsme de synthèse a une très forte importance ici pour sa contribution dans la société israélienne. C'est un judaïsme européen d'une part et occidental d'autre part, mais il n'est pas moins séfarade. C'est un judaïsme qui ne vit pas de conflits de façon existentielle comme ont vécu les communautés orientales d'une part et occidentales d'autre part. Il n'existe pas au sein de cette communauté une dichotomie qui est d'ailleurs destructive. Nous le voyons ici dans la société israélienne. C'est une communauté qui vit la tradition et la modernité, qui vit le Kodesh et le Chol, qui vit l'identité individuelle, nationale et universelle de façon très, je dirais, harmonieuse. C'est pourquoi c'est une communauté qui pourrait être, je dirais, une lumière pour la société israélienne. Il a beaucoup besoin de cette communauté qui vit tous les pôles de l'existence juive de façon harmonieuse et de façon épanouie. Et voilà. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si justement il y a 3 jours à Binyané Haoma, on a marqué le 100e anniversaire du Rav Ashkenazi Manitou, de la naissance de Manitou, qui était juste certainement le plus grand, le plus impressionnant symbole de ce judaïsme d'Algérie, qui était à la fois pétri de culture française, mais à la fois dirigé aussi vers l'État d'Israël, selon l'enseignement du Rav Kook en particulier. Je veux peut-être terminer. Mais je pense que c'est très important de souligner qu'il ne s'agit pas seulement du Rav Kook. Bien avant le Rav Kook, il y avait les sages d'Algérie, et ceux-là étaient très, très sionistes.
Je parle de mon grand-père, par exemple, le Rav Yosef Ronassia, qui est monté 2 semaines avant son décès. Ici, et d'ailleurs, il y a une Iloula qui est organisée le 6 juillet 2022, Bezrat Hashem, pour l'élévation du Rav Yosef Ronassia à Dimona. D'autre part, il y a le Rav Michael Charvi, qui est mon père, Zichronam Livracha, qui lui est arrivé à Cannes. Et en arrivant à Cannes, il dit devant la communauté, écoutez, mon objectif est de monter en Eretz Israël. Il est arrivé en 1962. Et en 1970, il a dit ça devant le grand rabbin Kaplan et Fanny Kaplan. Et il ne cessait de penser qu'à cela. Et pour vous dire que, d'ailleurs, le lendemain de notre Aliyah, la veille de notre Aliyah, le grand rabbin Kaplan est venu vers lui en 1970, le mars 1970, et il lui a dit « Kol hakavod, tu es un homme qui a ses convictions et Baruch Hashem, tu les assumes. » Et c'est ce qui s'est passé. La communauté l'a beaucoup flatté pour rester en France, à Cannes, mais il a dit que notre avenir est en Eretz Israël. C'est-à-dire que entre Manitou et le Rav Michael Shorvitz, entre le grand rabbin Zini, d'une part, et ses enfants, et le grand rabbin Chazan, d'autre part, je pense que c'est là que se trouve l'identité qui est une identité complexe, mais d'autre part est une identité qui mérite d'être étudiée ici en Israël, pour justement affronter toutes les péripéties et toutes les difficultés et tous les obstacles que nous vivons ici en Israël. Eh bien, docteur Yossi Sharvit, merci beaucoup de nous avoir fait partager, on va dire, cette période à la fois difficile et d'une certaine manière d'une élévation aussi particulière qu'a été l'exode des Juifs d'Algérie, une période bien entendu difficile qui est restée gravée pour toutes les familles qui ont vécu cet exode et probablement aussi pour leurs descendants et dont beaucoup se retrouvent aujourd'hui par les détours de l'histoire, et bien ils se retrouvent ici en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je voudrais rappeler, si c'est possible, avec votre permission, aujourd'hui il y aura effectivement. Très bien. Un livre à Kalita, si ça ne vous dérange pas d'en parler. Alors effectivement, ce sera vers 17h, si je ne m'abuse, ici à Kalita, effectivement une table ronde avec Richard Darmon, avec vous-même, Yossi Sharvit, et je crois d'autres intervenants. Jean-Pierre Ledo. Et Jean-Pierre Ledo également, sur justement cet anniversaire, le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, avec ce qui lie donc cette indépendance à l'exode des Juifs d'Algérie, leur arrivée aussi plus tardive, ou en partie en Israël. Merci beaucoup. Ça sera dans le cadre du Salon du Livre. Voilà, ça sera dans le cadre du Salon du Livre qui va se tenir aujourd'hui à Kalita. Merci beaucoup, Yossi, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shavua Tov. Shavua Tov.